Installez-vous. Éric Fontaine. Bonjour, bienvenue. Vous êtes médecin nutritionniste, prof de nutrition au CHU de Grenoble, président du collectif de lutte contre la dénutrition. À côté de vous, Éric Carivert, directeur médical de maisons de famille, 200 établissements sur 4 pays, je l'ai déjà dit ce matin, dont 17 en France. Vous êtes également président de la commission des soins du CINERPA et vous êtes gériatre. Merci d'être là, Éric. Et puis enfin, Éric Aygazier. Vous avez vu, c'est une table ronde d'Éric. Maintenant, on fait des tables rondes par prénom. Après, on fera les Sophie tout à l'heure. Éric Aygazier, directeur général France de Domusvie. Bienvenue également, Éric. Regardons et rappelons-nous de l'engagement numéro 3 de la charte. Soigner la qualité de l'alimentation et de l'accompagnement pour préserver la santé et l'autonomie, avec notamment l'objectif d'ici 2025 d'atteindre plus de 60% de produits bio labellisés locaux au sein des établissements. Éric Carivert, la notion de plaisir doit être essentielle dans l'alimentation en établissement. Est-ce qu'on n'a pas tendance un peu à l'oublier ? Bonjour à tous. D'abord, peut-être en préambule, vous rappelez quand même une évidence. Vous et moi, dans cette salle, nous sommes nés débiles, au sens de la vulnérable. N'empêche que la seule et la première compétence que nous avions et que nous allons tenter de garder jusqu'à ce que la vie prenne fin, c'est cette compétence cérébrale à ressentir la faim et à ressentir la soif, puisque tout au long de mes interventions, et probablement Éric aussi, quand on pense alimentation, il faut aussi penser hydratation. Parce que quand on mange, on boit, et quand on boit, on peut manger. Et vous avez probablement dégusté de bons crus locaux ou d'autres tout à l'heure, et quand vous buviez, vous mangiez aussi, donc il faut vraiment penser déjà à l'ensemble. Autour des désirs et des plaisirs, il y a l'hydratation et l'alimentation, c'est le même combat. C'était notre première des compétences, associée à notre première compétence à exprimer notre faim et notre soif à travers les pleurs de l'enfant. C'est notre première compétence à répondre à notre besoin de satiété. Quand j'ai assez bu et j'ai assez mangé, je sais montrer à maman ou à papa que derrière cette capacité de succion, première compétence praxique de répondre à ma faim et à ma soif, que j'en ai assez. Et évidemment, notre enjeu et la question aussi de sens jusqu'au bout, c'est évidemment qu'il faudra pouvoir répondre à ses besoins et à ses attentes quand elles sont encore là. Concernant l'enjeu du désir et du plaisir, on est sur quelque chose de central. C'est une affaire d'identité. Je répète à l'envi qu'on vit comme on a vécu, qu'on va vivre et vieillir et finir ses jours comme on aura vécu. Et tout le monde connaît cet adage, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire qu'il y a une question identitaire fondamentale autour de cette question de l'alimentation. Et même si c'est Éric qui, par ses compétences, gérera tous les aspects, on va dire, qualitatifs et quantitatifs du nutritionnel, c'est pas qu'une affaire de protéines, de lipides, de glucides. C'est une affaire identitaire. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, dans nos établissements, que ce soit à domicile ou dans les établissements les plus médicalisés, nos vieux continuent aujourd'hui, est-ce que c'est un drame, à mourir parfois de ne plus avoir faim, de ne plus avoir soif, et malheureusement, ça a été rappelé toute la matinée, malheureusement parfois toujours d'isolement et de solitude. Depuis Hippocrate, on n'a jamais rien trouvé de mieux et jamais démenti cet adage. Mon meilleur médicament est au bout de la fourchette. Donc oui, c'est une affaire de santé, oui, c'est une affaire de médecine, mais c'est avant tout une affaire de plaisir. Donc, et dernier point en préambule, un petit clin d'œil pour vous faire sourire, c'est la cavité bucco-dentaire. Que font nos amis vétérinaires pour savoir si l'animal est en bonne santé? Et ma comparaison n'est pas provocatrice. La cavité bucco-dentaire, elle est fondamentale, elle est le four à plaisir, on fait tout avec la bouche, je vous laisse y réfléchir, mais n'empêche qu'il ne faudra pas oublier dans cet enjeu du désir et du plaisir la qualité de l'état bucco-dentaire. Et enfin, promis, je termine, on a parlé sens toute la matinée, à raison, et on en parle. Faire sens, qu'est-ce qui est mieux que d'une vie de relation portée sur nos fonctions sensitivo-sensorielles? On pense à travers la nutrition, le plaisir, l'alimentation, l'hydratation, les grands vins, les petits vins, bien sûr au goût et à l'olfactif, mais n'oubliez pas la vue qui va jouer sur le plaisir à manger. N'oublions pas l'oreille, les champenois qui sont dans la salle, quand vous faites péter le bouchon de champagne et que vous entendez crépiter le verre, c'est déjà une mise en bouche. Quand vous, évidemment, vous touchez ce pain qui craque,
quand vous sentez les bruits, vous entendez les bruits de cuisine et les de casseroles et les odeurs de cuisine, l'alimentation, c'est tout ça, c'est une identité, c'est tout simplement notre vie de relation, c'est tout simplement la vie. Bien. Éric Fontaine, vous êtes d'accord avec tout ce que vous avez entendu là? Oui, je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu, même si j'ai pas tout compris. Ça j'avais compris, hein, je parlais d'avant. Non, en fait, moi je découvre ce monde parce que d'abord, moi je suis pas du tout gériatre et je connais pas le médico-social. Je suis médecin nutritionniste et mon rôle c'est d'essayer de nourrir, et j'ai pas dit de faire manger, hein, de nourrir des gens qui n'ont pas faim. Mais cette réalité, elle existe de partout et j'ai répondu à cette invitation et sans connaître en fait la charte. Donc je la découvre un petit peu. Alors à chaud, il y a un truc qui moi me pose problème dans cette addition de complexité, c'est que j'aimerais bien qu'on me démontre d'un point de vue nutritionniste, j'entends, hein, quel est l'intérêt d'imposer du local ou du bio à cet âge-là. Donc là encore une fois, quel est le plaisir, puisque c'est la question qu'on nous pose. Hein. La question qu'on nous pose, c'est celle du plaisir à manger, qui... Parce que pour vous, pardon, elle prime sur tout le reste. Pour les résidents, c'est la question du plaisir de l'alimentation qui prime sur l'intérêt nutritionnel. Oui, en fait, je crois qu'il faut remettre les choses en perspective. Les besoins nutritionnels, ils évoluent tout au long de la vie. Il faut mettre le paquet dans la prévention des maladies quand on est jeune, quand on est enfant, quand on est un adulte jeune. Mais quand on a l'âge dans lequel on rentre, normalement, en EHPAD, je ne parlerai pas des autres maisons que je connais encore moins bien, mais on sait globalement que la durée de vie dans ces maisons, elle est faible. Et donc les 1000 derniers repas de la vie ne vont pas influencer autant que les 1000 premiers jours de la vie. Et donc, on peut peut-être laisser tomber un certain nombre d'injonctions et à ce moment-là, remettre au centre du problème le plaisir. Et le plaisir à manger, il y a un certain nombre de contraintes techniques sur lesquelles il faudrait peut-être qu'on revienne. Oui, alors essayons d'être très concrets, parce qu'effectivement, comment concilier le plaisir alimentaire des résidents et les contraintes techniques de l'établissement ou les contraintes du personnel? Ça qui n'est pas simple. Oui, c'est mission impossible. Donc il faut juste choisir quelles contraintes on veut, parce que la somme des injonctions fait que de toute façon, il est impossible de répondre à toutes les injonctions. Donc si vous décidez de mettre le plaisir au centre, il y a un certain nombre de choses qui doivent pouvoir tomber, même si je comprends bien la difficulté, puisque certaines des choses que moi je vous propose de laisser tomber sont finalement des injonctions qui viennent d'en haut et dont on ne sait pas sur quoi elles sont basées scientifiquement. Qu'est-ce qu'il faut laisser tomber? Il y a un certain nombre de choses qu'il faut laisser tomber. Le processus... alors c'est toujours imprononçable. Comment ça s'appelle? Le GEMCM, hein, voilà, ça c'est complètement imprononçable, qui n'est pas fait, qui n'a pas été pensé par des nutritionnistes, mais qui a été pensé par des acheteurs, et pour lequel il faudrait qu'on m'explique aussi. Est-ce qu'on prend les produits crus ou cuits? Parce que moi, j'ai vu un certain nombre de dérives là-dessus. Quand vous avez mis ou perdu de l'eau à la cuisson, ça peut changer beaucoup le grammage. Donc, laissez tomber les grammages. Le grammage en tant que tel, il n'a aucun sens. Si vous mettez plus d'eau dans la soupe, il y aura plus de grammes, mais il n'y aura pas plus de calories, il n'y aura pas plus de protéines. Donc là, encore une fois, il faut se reposer la question en amont des qualités nutritionnelles, en laissant tomber un certain nombre d'injonctions contradictoires. Et puis après, il y a d'autres choses qui sont terribles, puisqu'on a les mêmes, nous, dans les hôpitaux, c'est le process de fabrication. Et alors, je sais qu'il y a des EHPAD en liaison chaude, mais il y en a qui sont en liaison froide. Honnêtement, liaison froide et plaisir, c'est un oxymore, hein, c'est pas possible. Donc, moi, si on me demandait ce que je voudrais, c'est laisser tomber, remettez des cuistots et de la liaison chaude de partout, bien plus que d'acheter local, qui certainement est utile, hein, j'en dis qu'on n'y a pas. Mais en termes de plaisir, je ne vois pas la différence. Et comment faire plaisir à tout le monde alors que chacun a ses goûts? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'inspirer de la restauration, enfin des restaurants? Il faudrait déjà que les gens aient le choix.
Quand autour de la table, on n'a pas tous le même goût. Alors quand c'est la famille, c'est autre chose, parce qu'il y a le concept on est tous ensemble. Quand vous allez au restaurant, vous prenez pas forcément la même chose que la personne avec qui vous allez passer un bon moment. Donc là aussi, la possibilité éventuelle, je sais bien que ce que je demande est quasiment impossible, hein, mais comment vous pouvez faire du plaisir si on vous impose? Moi, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que je déteste, et je prétends pas que c'est moi qui ai raison. Mais le plaisir, il est individuel, et si on ne peut pas mettre un minimum de choix, je ne vois pas comment on peut mettre un maximum de plaisir. Éric Carigère, est-ce qu'il faut également revoir le rythme des repas ? Je crois qu'il y a, si on veut consolider le diagnostic quand même, moi ce que j'aime beaucoup pour l'ensemble des directeurs qui sont dans la salle, c'est que la question de l'alimentation, nutrition, hydratation, plaisir, c'est une question qui est transversale. On a parlé beaucoup d'intelligence collective sur tous les sujets ce matin. Je pense qu'on ne peut pas ambitionner de progresser sur tous les ambitions et lever les injonctions qu'évoquait Éric, sans travailler tous en équipe. Cette question-là, vous ne pourrez pas la réussir si vous ne mettez pas autour de la table, c'est votre commission nutrition, c'est votre CVS, c'est que sais-je, quelle structure ad hoc pour faire de la démocratie autour de cette question-là dans vos maisons, depuis l'agent d'hôtelier, ce qui fait le service hôtelier, en passant par les cuisines, en passant par la centrale achat, en passant évidemment par les soignants, et sans oublier évidemment au cœur, ça a été dit, le résident à travers ses goûts, ses habitudes et son identité culinaire. C'est au cœur de ça. Comment on arrive à régler effectivement ce qui a été rappelé ce matin entre l'individualité et le collectif? Eh bien, je crois que moi, vraiment, je souscris les propos d'Éric, c'est-à-dire qu'il faut sortir du sécuritaire. Expliquez-moi pourquoi vous pouvez aller au restaurant du coin, aujourd'hui, vous faire des œufs molettes, vous faire un steak tartare, et que dans un domiciliaire, on parle de l'EHPAD domicile, que sur une résidence-service, on ne pourrait pas, pour des raisons de pseudo-hygiène sanitaire, ne pas avoir droit à un tartare ou à des œufs crus, ou à un œuf coq, ou à un œuf, etc. Donc ça déjà. Deuxième chose, sur les rythmes. Quand on est dans un espoir, sans tomber dans l'acharnement de la nutrition, de l'alimentation et de l'hydratation, c'est que chaque fois qu'il y a encore un espoir, comment on a éduqué l'enfant à faire bosser son estomac qui était au repos quand il est arrivé au monde? On fractionnait les repas. Si j'ai une chance, évidemment éclairée par nos confrères de la nutrition, si on pense qu'il y a une réversibilité, parfois pour nourrir, il ne faut pas nourrir comme vous et moi en 3 fois par jour, à 8h, midi, 18h. Il faut peut-être nourrir en 5, 6, 7 fois par jour. Il faut parfois peut-être servir à l'assiette parce que c'est très agréable de manger gastro et de servir à l'assiette. Mais de temps en temps, c'est de mettre aussi au milieu du plat une bonne choucroute bien dressée. Pardonnez-moi d'être chauvin, j'ai grandi une partie de ma vie ici, et de se servir. C'est parfois avoir du rab pour les gros mangeurs, c'est avoir des petites assiettes pour les petits mangeurs, c'est faire finalement le fameux sur-mesure. Oui, c'est difficile. Est-ce qu'il faut, se reposer la question des menus mixés? Alors, avant d'arriver aux menus mixés, déjà travaillons chez Maison de Famille, mais je pense que dans tous ceux qui veulent ambitionner sur ce sujet-là, d'abord, c'est manger, si possible, comme tout le monde. C'est enrichir avec de la bouffe, comme aurait dit Père Pierret, et pas enrichir avec des produits artificiels. On peut mettre de la crème dans une soupe, il n'y a plus de place pour le cholestérol. J'ai entendu Éric, il est d'accord avec moi. On peut mettre du gruyère râpé sur un gratin. On peut faire une purée 100% lait. Le lait, c'est quand même la protéine la moins chère du marché. Donc il faut véritablement jouer là-dessus. Donc voilà. Éric, sur les menus mixés? Oui, alors sur les menus mixés, moi j'ai pas d'avis au sens, j'ai pas de compétences. Je discute juste avec des collègues médecins dans certaines EHPAD et j'ai bien perçu qu'il y avait une espèce de dichotomie. Il y a ceux qui sont pour et il y a ceux qui sont contre. Alors je me pose juste la question, moi, ou plus exactement je vous la pose à vous. À ma connaissance, les connaissances ne sont pas infinies, mais il n'y a jamais eu aucun travail démontrant que ça servait à quelque chose. Et donc, moi, en tant que scientifique, je voudrais bien qu'on me démontre que quand quelqu'un qui a fait une pneumopathie ou une fausse route, on le met jusqu'à la fin de ses vies en menu mixé, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? Est-ce qu'on gagne quelques jours de vie peut-être? Est-ce qu'on gagne aussi la progression vers la dénutrition? C'est quasiment certain. Et donc, il y a un moment dans les compromis qu'on doit faire, dans les choix qui doivent s'imposer à nous, celui-là est à mon avis un choix très très important. Et je comprends bien, parce que j'en ai discuté encore il y a peu de temps avec un médecin d'EHPAD qui me disait, moi j'ai réanimé quelqu'un qui a fait la fausse route, et il est mort, ça a traumatisé tout le monde. Je comprends parfaitement ça. Il n'empêche que à la fin de la vie, tout le monde meurt, même les bien portants. Et donc il faut savoir plutôt donner
de la qualité au jour plutôt que des jours dans l'absolu. Je crois que seuls les orthophonistes peuvent prescrire un menu mixé. Non, c'est mon souhait, ça. Dans le cadre d'une rééducation. Voilà. Moi, j'aimerais que les gens à qui on fait subir, entre guillemets, où on impose un menu mixé, aient un diagnostic vraiment posé par un professionnel et pas un automatisme, il tousse quand il mange, donc il va manger mixé jusqu'à la fin de sa vie. Ça, en termes de plaisir, essayer de manger mixé, même si je sais que les gens essayent de faire, c'est super, on les voit, ils essaient de reconstruire des choses, mais une fois ça va, mais si c'est tout le temps, si c'est 1000 fois comme ça, est-ce que vous avez envie de manger 1000 fois comme ça, vous ? Alors, beaucoup de choses ont été dites. J'ai envie d'entendre ce que le patron France de DomusVi en pense. Juste avant de vous donner la parole, Éric Gazier, un rappel de quelques données concernant l'alimentation en EHPAD. Gazier, DomusVi, ce sont 260 résidences médicalisées, 16 millions de repas par an, 700 collaborateurs en cuisine ou en supervision de cuisine. Bon, beaucoup de choses ont été dites. Alimentation et plaisir sont-ils compatibles en EHPAD ? Alors, ce qui a été dit, je voudrais revenir sur un peu ce qui a été dit ce matin, parce qu'on parle beaucoup de contraintes et de réglementation, mais on fait le plus beau métier du monde. Enfin, il faut jamais oublier que vieillir, c'est une chance. Il y en a certains, ils n'ont pas cette chance. Et nous, on a la chance d'accompagner ceux qui ont de la chance de vieillir. Donc c'est ça la base du métier. Ensuite, ce qui a été dit là est très intéressant. Effectivement, notre métier, c'est de faire passer certaines personnes d'une vie individuelle à une vie collective. Il faudrait qu'on arrive à trouver que les deux se matchent. C'est ça la complexité. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont été dites qui sont intéressantes. Après, je viendrai sur le côté opérationnel parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Oui, il faut qu'on respecte le GEM RCM. On a qu'on le veuille ou pas, hein, nous c'est là-dessus qu'on est contrôlé. Donc après, à un moment donné, on a beau dire on s'en sort, mais c'est là-dessus qu'on viendra nous chercher. Mais par contre, on a des palliatifs à mettre en place dans l'organisation de nos établissements qui permettent d'y pallier. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le résident mange en quantité suffisante. En fait, la fin du fin, c'est ça. Et donc, on parlait du temps de repas, mais il faut aussi parler du temps inter-repas. C'est-à-dire que quand on est une personne âgée, elle a une digestion plus lente. Donc si vous la mettez à table 2 heures après, évidemment qu'elle ne mangera pas, elle n'aura pas digéré. Et donc, tout va reprendre dans l'intelligence collective dont vous parlez. Et vous avez cité des métiers, j'en citerai un essentiel, en plus, c'est l'animation. Parce que c'est ça qui permet de maintenir des écarts entre les repas longs. Si vous animez les résidents, vous les occupez, ils ne vont pas être à 10h30 au restaurant à table en train d'attendre. Parce qu'il y a la revue de presse, il y a tout ce qu'on fait le matin. Donc on arrive à espacer le petit déjeuner. Parce que idéalement, on va dire que l'idéal serait 8h petit déjeuner, midi déjeuner, collation de l'après-midi 16h, 20h dîner. Mais malheureusement, heureusement, nous ne sommes pas des prisons. Si une résidente veut petit déjeuner à 11h, il faut. Donc après, c'est à nous, avec les équipes, et de faire fonctionner les équipes soignantes pour les toilettes et les soins du matin, avec l'équipe hébergement, avec l'équipe cuisine, et surtout l'animatrice, pour réguler les espaces-temps des résidences sans presque qu'ils s'en rendent compte. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on a, nous, en termes d'organisation, de quoi faire
que tout ça se passe au mieux possible. Alors, par exemple, concrètement, ça veut dire quoi en termes d'organisation? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que vous faites participer un maximum de résidents aux animations de la résidence. Il faut occuper le temps 9h midi par des animations. C'est important. C'est-à-dire que là, vous régulez le temps de digestion des personnes âgées. Tout est lié. Tout ce qui a été dit précédemment, et notamment sur tout ce qui est hygiène buccale et médico, ça c'est hyper important. Si quelqu'un a mal aux dents, il ne va pas manger, c'est évident. Donc il faut être même dans la prévention à ce niveau-là. Donc réguler les temps avec ça. Ensuite, dans ce que j'ai entendu, oui, nous avons décidé d'avoir autant d'établissements que de cuisine et de brigades. Voilà. Donc la cuisine se fait sur place. On a décidé là, à notre rythme, d'ouvrir les cuisines sur la salle de restauration, comme font les restaurants de ville. C'est-à-dire les odeurs, comment dirais-je, le spectacle de la cuisine. Voilà, exactement comme Bon, j'ai la chance d'avoir personnellement, moi, des restaurants avec Thierry Marx, donc je m'inspire de tout ce que je vois avec lui. Et donc, c'est d'ouvrir la cuisine sur l'extérieur, bien sûr la préparation à l'assiette, parce que l'assemblage d'une assiette est aussi importante que ce qu'il y a dans l'assiette. D'accord ? Ça donne envie ou ça ne donne pas envie. Nous avons généralisé le double nappage. On a investi dans de la vaisselle qui est à peu près de l'époque de nos résidents. Parce que là aussi, c'est retrouver des habitudes, retrouver des choses. Donc on investit aussi dans la vaisselle. Et surtout, moi j'adore quand les chefs, 3 à 4 fois par semaine, vont voir leurs clients. Comme quand on est au restaurant, nous. Et on apprécie, nous, quand le chef vient, pourquoi les personnes âgées n'apprécieraient pas? Et il prend la température, et il prend les goûts, etc. Et ensuite, vous avez dit, sur les cas individuels, c'est pour ça qu'il faut absolument, dans les établissements, mais tout ça n'est pas facile. Là, je parle comme dans un livre, mais c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire. Les commissions menus, alors, dans le reportage que vous avez mis, ça s'appelait pas comme ça, mais nous, on les appelle commissions menus ou à travers le CVS, de réguler ce que j'appellerais l'individualité de chaque personne par rapport à la fréquence des menus, pour être beaucoup plus diversifié. Parce qu'on reste une collectivité, donc on ne fera jamais des menus à la carte dans des établissements, ça on ne pourra jamais. Donc par contre, dans la rotation des menus qui permet de couvrir le maximum de goûts des résidents présents, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille un maximum. Sur la partie, je crois que ce qui a été dit est tout à fait vrai, en fait, la partie locale, de proximité, il faut le faire peut-être pour l'empreinte carbone, mais sûrement pas pour dire que les résidents vont mieux manger. C'est un faux débat. Nous, on va le faire. On a arrêté la centrale d'achat avec qui on travaillait, et on a créé notre propre centrale d'achat pour être plus proche du terrain. Mais on l'a fait pour une empreinte carbone. Les résidents vont pas plus manger. Voilà. Par contre, si vous faites des menus locaux, des recettes locales, là, c'est plus intelligent. C'est pas forcément le produit, c'est la recette. Oui, d'ailleurs, vous avez cassé le contrat avec la centrale d'achat. Cassé récemment pour avoir notre propre centrale d'achat et se rapprocher plus des produits locaux, mais surtout des recettes locales. Bien, alors une réaction rapide, s'il vous plaît, des deux autres Éric, sur ce que vous venez d'entendre. Éric Fontaine, d'abord. Vous avez quelque chose à ajouter ou pas? Je vous sens circonspect. Oui, non. Encore une fois, je fais état de toute mon ignorance dans l'organisation. La seule chose que je peux parler, c'est au sens de ma compétence de nutritionniste et des enjeux. Voilà. Ensuite, j'ai une certaine expérience de l'alimentation à l'hôpital, donc j'imagine un certain nombre de choses ailleurs. Et encore une fois, si je me trompe, faut me pardonner. Mais je me suis, moi, amusé à demander aux gens ce qu'ils avaient envie de manger. Et c'était tout l'opposé de ce qu'on leur servait. En tout cas, dans les hôpitaux dans lesquels je travaille. Donc là aussi, leur poser la question. Et les grandes... je dirais les commissions de menu ou tous ces trucs-là, moi j'ai vraiment envie de m'asseoir dessus. Encore une fois, autant c'est important pour de la cuisine scolaire parce que l'équilibre est quelque chose d'important à cet âge-là, autant à cet âge-là, et la commission, elle doit se baser sur le plaisir. Moi, je me souviens avoir discuté avec une diététicienne en me disant comment je vais faire le PNNS dans une EHPAD. Je lui ai dit, vous le faites surtout pas. Parce que le PNNS, il n'est pas fait pour les malades, il est fait pour les bien portants. Or, quand on est en EHPAD, il ne faut pas me faire rigoler, on est malade. Donc, encore une fois,
souvenez-vous de ces injonctions et simplement remettez-les dans le cadre initial. Le PNNS, les 5 fruits et les légumes, c'est fait pour les jeunes bien portants, pour éviter qu'ils deviennent obèses et diabétiques et hypertendus, pour faire simple, et qu'il y ait quelques cancers liés à ça. Bon, je veux bien, mais à l'âge auquel on rentre en EHPAD, tous ces problèmes-là, ils sont derrière nous. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas mort, c'est que, de toute façon, vous n'avez pas été touché par ça. Donc, n'essayez pas de faire mieux que ce que vous impose la loi. Relisez bien les textes. Le PNNS n'est pas fait pour les malades. Donc, simplifiez-vous la vie et essayez, finalement, de demander aux gens qu'est-ce que vous avez envie de manger, est-ce que vous avez les possibilités de leur faire, parce qu'ils adorent les frites aussi à cet âge-là. Quand on est en liaison froide, c'est compliqué. Quand on est en liaison chaude, c'est super. Et donc, comme je dis, moi je passe ma vie à prescrire en tant que nutritionniste du Nutri-Score Z. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi je dis aux gens, mangez des frites et de la mayonnaise, parce qu'ils ne risquent pas d'en manger trop, ils ne mangent pas, ou très peu. Donc là encore une fois, il faut s'adapter au volume que les gens sont capables de manger. Et si l'objectif c'est le plaisir, c'est la question d'aujourd'hui, et si l'objectif c'est la prévention de la dénutrition, qui est mon dada à moi, il faut manger les choses riches en début de repas. Et donc moi j'ai jamais rien interdit, mais à mes patients je leur dis, vous commencez l'entrée, si c'est de la charcuterie c'est bien, si c'est de la salade verte, vous la passez après. Il faut manger les choses riches au début. L'estomac, quand il est plein, il est plein. Quand s'il est plein de flotte, vous ne mettrez rien derrière. S'il est plein de viande ou de fromage, c'est ça de gagner. Donc, les choses qui vous plaisent, vous les mangez en début. Le risque de trop gras, trop sucré, trop salé n'existe pas à partir du moment où les gens ne mangent pas trop. Ce qui est probablement 100% des gens que vous avez, en tout cas à l'hôpital. Donc, nous avons un nutritionniste qui autorise le gras, le sucre, le sel. Profitons-en. Voilà. C'est pas tous les jours. Profitons-en. Éric Carigère, 2 mots. Bon, un petit pour vous taquiner, c'était pas pour nous, c'était pour nos résidents, les conseils d'Éric. Donc juste blague à part, en synthèse, moi je crois qu'il faut qu'on continue à mettre l'imagination au pouvoir. Il y a des choses simples. Si je mange tous les jours à la même table avec des convives que je n'ai pas envie d'avoir à ma table, c'est pas très sexy. S'il y a des jours, c'est un petit barbecue dehors parce qu'il fait pas trop chaud, juste ce qu'il faut, avec des choses. Si j'ai régulièrement, je peux avoir la chance d'avoir mes enfants, mes petits-enfants, mes amis qui viennent manger avec moi, c'est bizarre, d'un seul coup, j'ai plus d'appétit. Et le véritable indicateur, chers amis, c'est le poids de nos poubelles. Parce que vous pouvez, je reprends tout ce que disait Eric, si on remplit tous les critères en amont, mais qu'en aval, tout finit à la poubelle, vous m'avez suivi, faites manger et buvez, mangeons tous, buvez-en tous. Amen. Merci à vous. Merci, messieurs. Merci à vous. Je vous laisse regagner la salle. Merci infiniment. Merci infiniment.